Monsieur Aboubacar Bengelloune, bonsoir. Vous êtes membre de la société civile. En tout cas, vous êtes connu comme étant un acteur de la société civile sénégalaise en France. L'année passée, lors des législatives, vous étiez sur la liste de la coalition gagnante pour le Sénégal, donc d'Abdoulaye Wade, en tant que candidat de la diaspora. Mais cette année, pour l'année prochaine, la présidentielle, on vient de remarquer que vous êtes engagé aux côtés du candidat Pierre Atepa Goudiaby du mouvement Sénégal Rec. Qu'est-ce qui vous a rapproché de ce candidat? Alors, Thierry, d'abord, bonjour. Ce qui m'a rapproché du candidat Pierre Atepa Goudiaby, c'est simplement le fait qu'aujourd'hui au Sénégal, nous avons besoin de personnes, quand ils parlent de ce que c'est trouver un emploi, ils savent de ce qu'ils parlent. Quand ils parlent aujourd'hui de nos ressources, ils savent de ce qu'ils parlent. Quand ils parlent de nous industrialiser, ils parlent de ce qu'ils savent. D'accord? Donc aujourd'hui, moi, ce qui me rapproche de Pierre Atepa Goudiaby, d'abord, c'est quelqu'un qui a réussi dans la vie, qui a pas mal d'entreprises, assez diversifiées, aussi bien au plan des MP, aussi bien de l'architecture, aussi bien au plan du pétrole et de ses dérivés, aussi bien au plan des minerais, etc. Et donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'avoir quelqu'un qui est capable de répondre aux destinées du Sénégal dès qu'il sera élu. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui les politiques que nous avons soient aussi armés que lui pour résoudre ce problème. Évidemment, il a des points sur lesquels on doit l'accompagner, on doit le coacher, comme je dis souvent, c'est sur les questions politiques, les questions sociales, sur les questions de proximité qu'il n'a pas parce que c'est un capitaine d'industrie. Et en général, quand on est capitaine d'industrie, on est entouré de collaborateurs, on dit ce qu'on veut et puis les gens appliquent ce que tu veux en tant que chef d'entreprise. Et donc aujourd'hui, il va falloir qu'on l'emmène à aller vers les Sénégalais, à discuter avec les Sénégalais, à montrer que son projet est un projet participatif. Ce n'est pas un projet fermé, c'est un projet ouvert. Par exemple, quand j'ai eu à discuter avec lui, nous nous sommes mis en phase sur presque tous les problèmes que nous avons discutés. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est un programme qui est participatif, c'est un programme qui est ouvert, et dans même sa définition, c'est de dire Ben Khel Doudoy. Il faut rajouter tout le monde pour qu'on puisse aujourd'hui mener la barque du Sénégal dans une destination d'un autre genre, dans une destination du futur, mais un futur conjugué au présent. C'est en ce sens que j'ai aujourd'hui accepté d'aller avec le président Atepa à l'assaut de la présidentielle, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, on a des choses à apporter au pays. Pourquoi vous n'avez pas choisi, en tout cas, un candidat supposé être parmi les grands candidats qui ont une chance en tout cas de gagner? Mais parce qu'aujourd'hui, Thierry, je ne suis plus un supporter. Je suis une partie prenante. Ça veut dire que les politiques ont toujours voulu qu'on fasse les campagnes pour eux, qu'on leur apporte des éléments d'analyse, qu'on leur apporte des propositions, mais une fois qu'ils sont au pouvoir, ils n'appliquent rien. Vous avez vu le président Macky Sall, nous lui avons donné une brochure où on a systématisé toutes les problématiques de la diaspora de Salou Nongo à nos jours. Cette brochure lui a été remise aux ambassades, a été remise aux députés, a été remise à tous les ministres. Aujourd'hui, 7 ans après, il n'y a rien qu'il a fait là-dessus. Je défie aujourd'hui la PR de me dire ce qu'ils ont pu faire là-dedans. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont fait qu'une seule chose qui n'était pas la mer à boire, c'est de signer un décret comme quoi les femmes sénégalaises ou les hommes sénégalais mariés à d'autres nationalités, lorsqu'ils ont des enfants, ces enfants peuvent prétendre à avoir la nationalité sénégalaise. Ce qui est une bonne chose, mais ça, c'était même sur la table du président Wade, avant de quitter le pouvoir, il aurait signé ce décret-là. Donc en dehors de ça et en dehors de cette, ce que j'appelle cette gabégie là, de nous parler de voitures à 5 ans et à 8 ans, il n'a rien fait d'autre. Il n'a rien fait d'autre pour la diaspora. J'ai le défi de me dire ce qu'il a pu faire pour la diaspora. Tous nos problèmes sont restés en suspens. Aussi bien aux accords bilatéraux entre la France et le Sénégal, rien n'a avancé. Donc, ce que je veux dire par là, je rejoins un homme qui, non seulement on partage beaucoup d'idées ensemble, pour l'essentiel, mais en plus il me permet de les pratiquer. Je suis autour de la table avec lui et je discute avec lui et nous essayons d'avoir une politique commune, une vision commune que nous mettons en place. Aucun des candidats aujourd'hui à ce jour ne m'a permis d'avoir cette visibilité, ne m'a permis d'avoir cette possibilité de mettre sur la table effectivement nos idées et de les discuter. Oui. Justement, demain, vous organisez demain ce vendredi, vous organisez une visite de terrain dans le 18e arrondissement. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui. Effectivement, beaucoup de gens nous raillaient en disant « ouais, le président
Pierre Atepa Goudiaby, quand il arrive ici, il reçoit les gens dans les hôtels les plus luxueux. Permettez-moi quand même de dire, même s'il reçoit les Sénégalais dans les hôtels les plus luxueux, c'est quelque part un respect qu'il a envers la communauté, parce que non seulement c'est son argent, mais en plus il nous reçoit dans de bonnes conditions pour discuter. Nous sommes dans de bonnes dispositions, on mange correctement, on discute bien, sans aucun souci. Et alors que les autres qui, en général, se remplissent les poches de notre propre argent, quand ils viennent ici en France, c'est nous-mêmes qui payons les salles, et la plupart du temps, même quand c'est dans le cadre d'un restaurant, on paye nos repas. Donc c'est pour vous dire, ils ne sont même pas capables de nous le rendre, ce qu'ils nous prennent. Donc il fallait quand même souligner ça. Le deuxième élément, c'est que pour montrer effectivement au président Atepa, parce que ça c'est nous qui devons lui apporter ça, et donc j'ai tenu à ce que, lors de cette visite qu'il fait en France, de pouvoir descendre dans le 18e, dire bonjour, saluer effectivement la communauté présente, les commerçants, les restaurateurs, les salons de coiffure, ainsi que l'association Bol d'Or, échanger avec les gens, les jeunes, à tous les niveaux ici, et discuter avec les gens. Et donc l'objet de la visite de demain s'inscrit dans ce cadre. C'est de montrer que le président Atepa est capable de descendre vers les gens, discuter vers les gens. C'est quelqu'un d'ouvert, qui parle de tout, qui est cultivé, qui a une vision pour le pays. Et on n'a pas besoin de le titiller pour qu'il en parle. Il en parle tout de suite. Et il sait aujourd'hui où mener la barque le Sénégal. Donc demain, j'ai envie effectivement que les compatriotes qui se trouvent au niveau du 18e voient cet homme, essayent de le comprendre et surtout prennent contact avec lui, parce que c'est quelqu'un d'un contact assez facile, et discute avec lui et qu'il voit effectivement, voilà une personne qui a des idées, qui a envie de faire quelque chose pour le Sénégal et qui descend dans l'arène, comme il le dit aujourd'hui, pour nous proposer autre chose que ce qu'on a toujours fait. Concrètement, qu'est-ce que Aboubacar Bengelloune peut apporter au candidat Atepa Goudiaby et qu'est-ce que ce dernier attend de vous? Bon, je ne sais pas ce que je peux lui apporter. Ce que je peux lui apporter, en tout cas, c'est mon image au sein de la communauté, ça c'est sûr. C'est aussi le soutien que je peux lui faire sur les idées que nous défendons ensemble, faire en sorte que les gens voient aujourd'hui que ces idées que nous portons ici, par exemple dans la diaspora, sont prises en charge par le président Atepa, et que le président Atepa aujourd'hui, en dehors de vouloir prendre effectivement de gagner la présidentielle, a un projet d'industrialisation du pays, a un projet au niveau de la diaspora. C'est lui qui a dit par exemple clairement que tous nos enfants ici, qui sont nés ici, issus de nous-mêmes, et que seront pris en charge par l'État au travers de bourses et autres pour faire des études qui vont dans le sens de l'industrialisation qu'on veut, à savoir des études pétrolières, des études sur les minerais, et que ces études en général nous sont fermées parce que c'est des études où les inscriptions sont chères. Il est prêt à nous donner des bourses de 50 000 € pour payer nos études, pour pouvoir faire ces études-là et après rembourser à hauteur de 50% ces bourses que le Sénégal leur a données et puis servir le pays. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure passerelle pour nous, nos familles, de pouvoir comprendre que demain, il y a un avenir autre que la nécessité d'aller s'expatrier pour trouver du travail, pour fonder sa famille. C'est une bouffée d'oxygène, c'est une projection très intéressante pour nos jeunes, pour nos enfants qui sont ici avec nous. Quand vous avez discuté avec lui, est-ce que vous lui avez posé des préalables pour le soutenir? Non, je n'ai pas posé de préalable parce que je pense que la seule question que je lui ai posée, c'était de lui dire que, Président, je ne suis plus un supporter. Si vous acceptez qu'on travaille ensemble, il va falloir qu'on se mette autour de la table et qu'on mette tout à plat. Et il m'a montré qu'effectivement, c'était une personne qui dit, si on veut changer le Sénégal aujourd'hui, on est obligé de tout mettre à plat. On ne peut pas dire on va changer les mentalités, on ne peut pas dire on va projeter le Sénégal dans une démarche autre, faire de nos ports qui ne soient plus des lieux simplement d'importation, mais des lieux d'exportation, travailler nos ressources en vue de les transformer sur place. On ne peut pas faire tout ça en disant on ne met pas tout sur la table. Donc non seulement il nous a garanti qu'il mettait tout sur la table, mais en plus il a rejoint la plupart de nos idées défendues au niveau des assises nationales, que ce soit sur les questions de la bonne gouvernance, que ce soit sur les questions de la justice séparée du pouvoir, que ce soit sur les questions d'un président de la République qui a trop de pouvoir, qu'il faut déléguer ça à des institutions, à des structures telles que l'Assemblée nationale et autres, que ce soit sur les questions aujourd'hui sociales, il faut absolument intervenir, les questions de l'éducation. Il n'y a pas un président qui intervienne autant que lui sur la problématique des étudiants, sur la problématique d'avoir un niveau élevé de nos étudiants et élèves qui puissent aujourd'hui faire de bonnes études en vue de servir le pays, sur les questions techniques, technologiques,
Aujourd'hui, c'est le premier qui nous propose de changer le lycée technique Maurice Delafosse en faisant une passerelle avec l'Université de Dakar. Il a un projet pour changer tout l'Université de Dakar en gardant la même superficie. Qui mieux que lui sait faire ces choses-là? Qui mieux que lui aujourd'hui est capable, avec comment on appelle ça, ses collaborateurs, ses connaissances, ses rapports avec le monde du business, qui mieux que lui aujourd'hui peut nous sortir de la situation où nous sommes et gérer de toute autre manière nos ressources. Regardez sur les questions de la Falémé. C'est le seul qui a pu faire reculer le président Macky Sall en l'espace de 7 ans. En l'espace de 7 ans, nous avons toujours été dans la rue et tout, et Macky Sall ne nous a jamais entendus. Il a toujours été sourd à nos appels. Sur la question, est-ce qu'il fallait signer avec le Turc ou pas, avec le dossier qu'il a remis au président Macky Sall, en expliquant bien que vendre notre fer à 60 $ serait un crime pour le pays, et qu'il n'a pas été élu pour ça, que lui-même il pouvait le faire à 600 $, et que même mieux, il serait au pouvoir, il le ramènerait à 2000 $. Donc Macky Sall a reculé. Je pense qu'aujourd'hui, il a montré que on n'est pas là dans une cour d'école en criant à gauche, à droite. On est là à se projeter. Et je pense qu'il est très clair dans sa tête ce qu'il peut nous apporter. Donc moi, j'essaie de lui apporter quoi? J'essaie de lui apporter la relation avec les gens, de pouvoir descendre vers les Sénégalais, de pouvoir expliquer sa politique et lui apporter effectivement cette vision qui peut-être peut lui manquer à certains moments, parce que c'est un homme d'entreprise, c'est un capitaine d'industrie, et comme je vous disais tantôt, il a affaire à des collaborateurs et souvent en général il donne des ordres. Donc il faut qu'aujourd'hui qu'on lui montre, quand on veut être président des Sénégalais, il faut discuter avec les Sénégalais, il faut les écouter. Et je pense qu'il est dans la bonne voie parce que même son programme est un programme participatif. Et aujourd'hui, il le met sur la table, nous en discutons, nous apportons des choses, alors que les autres candidats à ce jour, c'est mon programme est là, je vous l'ai présenté, vous voulez, c'est bon, si vous ne voulez pas, ben, écoutez, tant pis, c'est marche ou crève. Ben, avec lui, c'est pas ça. Vous disiez tantôt qu'il vous a promis d'appliquer les conclusions des assises nationales, sauf que en 2012, un candidat aussi avait promis la même chose de tours, Macky Sall en l'occurrence, on a vu ce qui s'est passé après, notamment au point relatif au régime parlementaire. Oui, mais à la différence de Macky Sall, c'est qu'entre les deux tours, ce qui s'était passé, le ralliement de Macky Sall aux assises nationales sont faits entre 4 murs. Nous n'avons pas su le contenu des discussions entre le président Mbow et le président Macky Sall. Nous avons eu que les résultats de ces discussions. Tandis qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec le président Atepa est tout autre. D'abord, le programme est là. Il a dit dans ce programme, moi je vais sortir des 15 régions que Macky Sall a proposées, je vais revenir à 7 régions. Chaque région, je vais lui donner sa fonction. La question aujourd'hui de la démocratie représentative, le fait qu'on élise quelqu'un pendant 7 ans et qu'il ne fait pas ce qu'il a dit, ce n'est plus possible. On ne peut pas se permettre d'attendre 7 ans pour pouvoir le déloger, et qu'il est prêt, dans une démarche de pétitionnaire, que l'Assemblée nationale prenne en charge les pétitions qui sont signées par les Sénégalais. Il est prêt aujourd'hui, la question de la justice, à faire en sorte que la justice soit réellement indépendante, avec tout ce que ça comporte. Il est prêt aujourd'hui à diminuer les prérogatives du président de la République. Il n'a pas de parti politique, qui a un avantage certain, parce qu'un parti politique, ça sert qu'à prendre le pouvoir, et une fois que tu as pris le pouvoir, tu as toutes les personnes qui sont à l'intérieur, tes fameux partisans, à qui il faut trouver des fonctions, qu'il faut trouver des places. Lui, c'est pas ça, il ne traîne pas un boulet. Il est quelqu'un de la troisième voie, il n'a pas besoin d'un parti pour aller à l'assaut du pouvoir. Il a un mouvement, il a des idées, il demande aux gens de se rallier autour de ça. Et il est là pour faire qu'un mandat. Il a 72 ans, à 77 ans, il nous donne les clés du Sénégal, à nous de continuer ce qu'il aura démarré. Tandis que les autres, ils sont là pour 2, 3, on n'en sait rien. Tandis que lui, s'il vient au pouvoir, il est tout de suite, non seulement il va pouvoir travailler dès maintenant, parce qu'il est entouré, il sait où il va, mais en plus de ça, il ne restera que 5 ans. Tandis que les autres, ils viennent, ils vont tourner autour du pot pendant 1 an, 2 ans, savoir comment on va faire, avec qui on va discuter, qui vont être nos différents conseillers pour pouvoir résoudre tel ou tel problème. Au bout de 2 ans, arrive la 3e année. La 3e année, on pense déjà à sa réélection. Donc c'est des présidents qui ne travailleront pas pour le pays. D'accord? Et donc aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'il n'a pas de parti politique, qu'il n'a qu'un seul mouvement, il ne va pas en créer un. Deuxièmement, est-ce pas aussi une faiblesse? Est-ce pas aussi une faiblesse? C'est pas une faiblesse, c'est-à-dire chaque élément posé a des avantages et inconvénients. Si vous me dites, est-ce que ne pas avoir un parti est un inconvénient? Pour moi, non, mais pour certains, avoir un parti, c'est quoi? C'est simplement pouvoir drainer du monde. On peut drainer du monde en dehors des partis. Est-ce que les partis aujourd'hui discutent, forment les gens? Ils ne les forment pas, ils ne discutent pas. Les gens se disent libéraux, ils se disent ceci ou cela. Leurs militants ne le sont pas du tout. En général, c'est soit la famille, soit c'est le cercle proche, soit c'est des gens qu'on a payés pour venir les rejoindre. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est pas... Le parti est un appareil de prise du pouvoir.
et puis rien d'autre. Donc c'est pas une faiblesse. Au contraire, moi je dis, ne pas avoir de parti, c'est une force. Benjeloun, beaucoup soupçonnent le candidat Atepa Goudiaby d'être à la solde, en tout cas entre guillemets, de Macky Sall, d'être un candidat fabriqué par Macky Sall. Or, on connaît votre position tranchée vis-à-vis de Macky Sall et son régime. Est-ce que vous ne craignez pas que demain, qu'il retourne sa veste pour justement se rallier au dernier moment à Macky Sall? Là-dessus, il faut qu'on soit un peu sérieux. Je veux dire que tel président est proche de Macky Sall, tel autre est ceci, tel autre est cela. Discutons du concret, d'accord? On ne sait pas de quoi sera fait demain. Regardez au niveau des assises nationales, le nombre de gens qui étaient avec nous, qui ont discuté sur les questions de bonne gouvernance, sur les questions d'éthique. Aujourd'hui, on rejoint Macky Sall, mieux défendre les thèses de Macky Sall. Ils ont mis les résultats des assises nationales derrière eux. Donc, les changements de cap, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer et c'est pas aujourd'hui ou c'est pas demain que ça va cesser. Là, ce qui est sûr, le président Atepa, à force de conseiller les différents présidents de la République, a compris qu'aujourd'hui, il ne faut plus être à la solde des politiques, mais il faut descendre dans l'arène, comme il dit, pour prendre en charge sa vision, ses convictions et les mettre en place. Et donc, il a pris ses responsabilités pour le mettre en place. Et je le suis à 100%. Il est clair qu'aujourd'hui, il n'est pas question de rejoindre en quoi que ce soit Macky Sall. Nous disons Macky Sall, ça suffit. Ça suffit. Aujourd'hui, nous voulons faire en sorte qu'il quitte le palais. En aucune manière, nous ne pouvons être avec lui. Donc, les gens peuvent supputer jusqu'à demain. Je ne peux rien faire pour eux. Ils peuvent avoir effectivement des doutes, c'est leur droit, mais je leur demande de juger sur les faits. Jugeons sur les faits, c'est mieux que de douter comme ça. Et rien ne nous dit demain de ce que demain sera fait. Et moi, je peux vous assurer que le président Atepa est sur une ligne. Aujourd'hui, il faut faire partir le président Macky Sall, mais proposer des choses cohérentes et concrètes pour notre pays. Le président Atepa, il a réussi dans la vie. Il a fait de l'argent. Il a fait plein d'emplois. Il emploie beaucoup de gens de par le monde, y compris au Sénégal. Aujourd'hui, il a envie que d'une chose, c'est réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour mes compatriotes, sachant que j'ai déjà mis en sécurité ma famille, j'ai déjà prouvé au monde entier ce que j'étais capable de faire. Aujourd'hui, je vais essayer de mettre cette expérience, cette ambition pour mon peuple, le peuple sénégalais. Voilà, aujourd'hui vous ne pouvez pas aller dans la sous-région sans qu'on connaisse le président Atepa. Vous ne pouvez pas aller de par le monde sans qu'on le connaisse. Mais ce qui est intéressant, c'est que toute cette capacité-là, toute cette compétence qu'il a, toute cette expérience qu'il a, il veut le mettre en tant que capitaine d'industrie au nom de notre peuple, au nom du Sénégal. Supposons que demain, qu'au soir du 26 décembre, qu'il ne réussisse pas à rassembler le nombre de parrainages requis pour faire valider sa candidature et qu'il répond à un appel éventuel de Macky Sall pour le rejoindre. Qu'allez-vous faire, Benjeloun, vous, personnellement? Pourquoi posez-vous cette question? C'est dans le domaine du possible, Benjeloun. Mais oui, posons les questions de façon positive. Ouais. Une question reste une question. Mais moi, je me projette, je suis sûr que nous serons effectivement... Vous êtes confiant? Oui, absolument, nous aurons les parrainages. Même si nous sommes partis de loin. Écoutez, aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que je n'ai pas mesuré la difficulté. Voilà un président. Quand je dis président, c'est parce qu'il est président d'une holding. Répondez d'abord à l'éventualité. Oui. Voilà un président qui part de loin. Il y a à peine 6 mois, il décide d'aller à la présidentielle. Et il décide d'aller à la présidentielle sans aucune structure, sans aucune mise en place d'un mouvement structuré, organisé, etc. Je le regarde, je l'observe, c'est juste il y a à peine 3 semaines que j'ai décidé de le rejoindre. Donc nous partons de très loin. Eh bien, nous aurons, effectivement, je peux vous le garantir, nous allons avoir nos parrainages. Maintenant, si d'emblée, si d'aventure, nous ne les avons pas, ce dont je ne calcule même pas, hein, voilà. Mais si d'aventure, comme vous dites que c'est une hypothèse d'école, je vous rejoins sur votre hypothèse d'école. D'accord? Si d'aventure on ne les avait pas, soyez sûr que la ligne jaune, on ne rejoindra jamais Macky Sall. Le plan B sera là, mais le plan B ne sera certainement pas aller avec Macky Sall, parce que nous voulons le départ de Macky Sall. Le plan B, c'est de retourner chez Watt?
le plan B sera ce qu'il sera. Vous me permettrez quand même de ne pas m'exposer sur des plans B, sachant que nous sommes partie prenante pour ce combat-là, alors à moins que vous-même vous croyez qu'on n'a aucune chance d'être effectivement au-delà du 25 Je ne dis pas que je ne crois pas, non, c'est pas du tout, c'est pas que je ne crois pas, c'est poser une question. Nous restons sur cette hypothèse. Je vous ai dit que ce qui est sûr, Macky Sall n'ira pas avec nous. D'accord. Revenons sur le cas Abdoulaye Wade. On sait que la collaboration s'était bien passée l'année passée et c'était bien passé donc l'année dernière aux législatives. En tout cas, les libéraux ont bien apprécié votre dévouement et votre campagne. On pensait que vous alliez continuer avec lui, avec son candidat en tout cas en 2019. Pourquoi vous n'êtes finalement pas resté avec lui? Non, moi je trouve que le PDS a eu un tournant historique ici en France. Et ce tournant historique, je l'ai toujours expliqué, c'est la première formation politique avec les libéraux, que ce soit Boko Gis, que ce soit Teki, que ce soit d'autres structures qui étaient avec nous. C'est la première force politique qui a accepté que les Sénégalais choisissent leur propre candidat au niveau de la diaspora. Avant, jamais ça se faisait. C'est le Sénégal qui décidait sur la base d'une liste qui étaient les représentants de la diaspora. Pour la première fois, ils ont eu une démarche participative, une démarche à savoir nous allons élire notre propre liste de députés au travers d'une discussion que nous avons eue. Et ce sont les Sénégalais de la diaspora qui vont les choisir. Et ça, je les remercierai toujours d'avoir eu cette grandeur, cette capacité de nous faire avancer au niveau de notre démocratie. Et ça leur revient de droit. Maintenant, nous avons mené une campagne, nous nous sommes battus, c'était une très bonne campagne, avec des idées intéressantes que nous traversons, que nous, aujourd'hui, nous tous, comment on appelle ça, nous soutenons, parce que j'ai toujours dit que la diaspora, c'est le trait d'union de tous les partis politiques. Quelle que soit ta formation politique, les problèmes de la diaspora appartiennent à tout le monde. Que tu sois du PDS, que tu sois de la majorité, que tu sois de l'opposition, que tu sois de la société civile, nous avons tous les mêmes problèmes. Au sortir effectivement des élections législatives, j'étais dans l'expectative en me disant où est-ce que je pourrais jouer un rôle, mais pas un rôle de supporter. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, au niveau effectivement du PDS, qu'on m'ait permis d'avoir ce rôle-là de partie prenante. Et comme effectivement il n'est pas venu, et comme en même temps je ne savais pas de quoi sous-tendait leur programme, en dehors des petits éléments que j'avais à gauche, à droite, j'ai eu à discuter avec le président Atepa qui m'a convaincu et je suis à fond avec lui. Vos amis libéraux, vos ex-amis libéraux pensent que vous leur avez trahi. Vous répondez quoi? Mais ils peuvent croire ce qu'ils veulent, moi je comprends leur déception, c'est toujours comme ça en politique. Je n'ai jamais été PDS, je n'ai jamais été un libéral, je suis de la société civile, je ne suis pas dans un parti politique, je suis partisan de la troisième voie, je l'ai toujours défendu devant vous et devant tout le monde. Et aujourd'hui, aux élections présidentielles, il est normal que j'aille avec celui qui est le plus proche de mes idées, à savoir qui se réclame de la troisième voie, à savoir qui n'est pas dans un parti politique, à savoir qui défend effectivement les grandes lignes que je disais. J'ai toujours dit qu'il y avait 5 points sur lesquels, si on ne me rejoignait pas, je ne participerai pas aux élections. Ces 5 points sont présents chez le président Atepa, en dehors d'un, la question du franc CFA, sur lesquels nous sommes en discussion, et je comprends sa position aujourd'hui, il ne peut pas trancher ça, parce qu'il est président d'une bourse au niveau de l'Afrique de l'Ouest, et qu'effectivement, il va falloir qu'on discute de cette question. Mais c'est en très bonne voie, mais tous les 4 autres points, on est en phase. On vous a tous vu en tout cas dénoncer, donc là on va évoquer le point relatif au processus électoral en France. Vous avez été très actif par rapport à ce terrain-là, en dénonçant notamment certaines dérives ou même fraudes au niveau du consulat, c'est vos termes. Est-ce que vous avez toujours les mêmes craintes aujourd'hui par rapport surtout à la distribution des cartes qui a démarré lundi au consulat? Non mais absolument, le pouvoir de Macky Sall... Parce qu'on vous entend de moins en moins sur cette question, en fait. Non mais Macky Sall a fait ce qu'il y a de plus détestable. Ce qu'il y a de plus détestable en matière de démocratie, Macky Sall l'a fait. À savoir voler des élections et ne pas permettre aux Sénégalais de participer aux élections. Ça fait plusieurs fois que je l'explique, ça fait plusieurs fois que j'explique aux Sénégalais que les élections se volent, non pas le jour des élections, mais ils se volent bien avant. Et Macky Sall le pratique. Macky Sall, au niveau de sa carrière politique, n'a appris qu'une chose, à gagner des élections. C'est une machine à gagner des élections. Ce n'est pas un démocrate. Ce qui l'intéresse, c'est que les gens, quand on compte les cartes, qu'ils soient le premier.
mais qu'il n'applique pas des idées, que ses propositions ne soient pas appliquées, qu'il ne fasse pas de la bonne gouvernance. Tout ça, on a vu. C'est le cadet de ses soucis. Ce qu'il veut, c'est être au pouvoir. Et aujourd'hui, Macky Sall le démontre. Les structures de l'État, le consulat, l'ambassade, le ministère de l'Intérieur, toutes ces personnes-là ne travaillent que pour l'APR. Ils ont oublié le service public. Le service d'intérêt général, ils ne le pratiquent plus. D'accord? Sinon, comment comprendre que nous allons au consulat tous les jours pour trouver nos cartes, on nous répond que vos cartes ne sont pas arrivées. Alors qu'il suffit qu'ils prennent la liste des éléments, des personnes inscrites sur le fichier électoral, ils leur disent carrément, vous êtes inscrits, votre carte n'est pas là, soit elle a été volée, soit perdue, soit elle n'est pas encore arrivée, soit elle n'a pas été fabriquée, mais votre carte est là, vous êtes inscrit, votre bureau de vote c'est le numéro tant, vous inquiétez pas, en 2019 vous allez voter. Mais non, tu arrives, je m'appelle Tartampion, j'ai déposé, je vous emmène mon récépissé, non, ta carte n'est pas là. Alors qu'on a un fichier électoral qui est validé, on sait qu'on est aux alentours de 60 000 en France. Si tu me le demandes aujourd'hui, on a mis en place des centres d'incubation, c'est pour dire aux Sénégalais, n'allez plus au consulat, contactez-nous, donnez-nous votre nom et date de naissance, on va vous dire tout de suite si vous avez votre carte d'identité inscrite sur la liste électorale. Si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, on va vous le dire, et à ce moment-là, vous irez chercher votre carte d'identité, le moment où effectivement, ils pourront les faire au consulat, puisque actuellement, ils n'arrivent pas à les faire. Ça vous fera gagner une journée de travail, vous n'allez pas vous énerver, vous n'allez pas rencontrer un gendarme qui va vous frapper, parce que là-bas, les gendarmes ne font que frapper les Sénégalais. Allez dans le commissariat du 16e, vous allez voir le nombre de plaintes de Sénégalais qui ont été agressés par effectivement les gendarmes au niveau du consulat. Donc, ce que je veux dire par là, ils ne s'occupent pas de l'intérêt général. Alors, mieux, aujourd'hui, les cartes sont couplées aux cartes d'électeurs. Il est dit clairement au niveau du code électoral, un code qui a été mis en place avec des personnes mortes, avec des personnes qui ont donné leur vie pour faire avancer notre démocratie. Il est dit clairement que la DCNA doit être présente, donc le représentant de la Sénat, pour vérifier, et les parties prenantes. Or, comme nous ne sommes pas en période électorale, on est 45 jours avant, on n'y est pas, il décide de distribuer les cartes tout seul. La démocratie voudrait, parce que c'est lui qui a couplé les cartes d'identité et la carte d'électeur. Il aurait fallu qu'il crée un comité électoral en disant ok, on ne peut pas mettre en place de commission administrative parce que sauf qu'il dit que la commission électorale c'est à 45 jours de scrutin, c'est ça? Mais voilà, mais il aurait pu dire parce que les cartes sont des cartes d'électeurs en même temps, j'ouvre ça aux parties prenantes. Pendant ce temps, vous allez vérifier la distribution. Parce que si c'était des cartes d'identité toutes seules, l'État a le droit de le gérer. Mais c'est que ce n'est pas des cartes d'identité toutes seules, c'est des cartes d'électeurs et d'identité. Et c'est lui qui l'a mis en place. Et le code électoral ne répond pas aujourd'hui à ce cas de figure. Mais aujourd'hui, c'est une personne qui n'est pas démocrate. Parce que s'il était démocrate, il comprendrait aisément que l'opposition, que les partis prenantes veuillent vérifier que les cartes d'identité sont données correctement et aux bonnes personnes. On n'a même pas de paraphe. Alors imagine-toi dans 45 jours, ou du moins dans 45 jours avant les élections, on met en place une commission électorale. La commission électorale, la première question, elle va poser, les cartes qui sont arrivées, donnez-nous la preuve de la distribution de ces cartes. Il va falloir montrer une feuille de paraphe. Aujourd'hui, ce qu'on veut savoir, sur les 60 000 inscrits au Sénégal, est-ce que le consulat, ici en France, est-ce que les différents consulats sont capables de nous dire combien de cartes ont été distribuées? Ils ne sont pas capables, parce qu'ils remettent les cartes sans signature. Ou du moins, les 3/4 des cartes remises n'ont pas de paraphe. Ils ne peuvent pas savoir qui a reçu sa carte ou pas sur les 60 000 inscrits. Donc on leur reproche une traçabilité qui va encore s'accroître avec le fait qu'ils le gèrent en catimini. Et aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que l'APR n'a pas la main sur nos cartes. Quand on sait que l'APR se confond avec le consulat, l'APR se confond avec l'ambassade, ce ne sont qu'eux qui travaillent à l'intérieur. On ne sait pas quand on s'adresse à eux. Est-ce qu'on s'adresse aux militants APR, aux responsables APR, ou bien on s'adresse effectivement à une personne qui est là pour rendre un service public? Qu'est-ce que l'opposition et la société civile vont apporter comme réponse par rapport à ce fait accompli? Mais nous allons nous mobiliser pour refuser cela. Alors à chaque fois on nous sort qu'on est violent, mais en fait on n'est pas violent. Ce sont les positions antidémocratiques et les positions de Matei, Mafinek, Makoïdef qui nous emmènent à nous mobiliser et qui nous emmènent à défendre notre droit, défendre son droit, défendre le fait que les choses se passent correctement, défendre que le code électoral puisse être appliqué est une dimension importante dans n'importe quelle démarche, dans n'importe quelle élection. Donc nous ne faisons que défendre cela. Alors se mobiliser pour faire appliquer cela, ça ne veut pas dire qu'on est des voyous ou autre chose. Le premier voyou, c'est Macky Sall.
Le premier voyou, c'est Macky Sall. Le journal du Midi qui insultait les gens en 2011, c'était qui? Qui a pris cette personne qui était rédacteur en chef, qui l'a nommé directement au niveau de la fonction publique une fois qu'il a été élu? Qui a saccagé le consulat en 2011 pendant que le PDS était au pouvoir? Qui aujourd'hui se permet d'insulter, faire ce qu'il veut sans être arrêté, sans être inquiété? Le premier voyou de la République, c'est Macky Sall. C'est bien Zeloum, merci. Je vous remercie.